La Formule 1, c'est le rêve de beaucoup de pilotes. Peu d'entre eux y parviennent et encore moins s'y font une place. Ainsi, bien qu'ils aient atteint l'élite de la course automobile, certains sont oubliés. Vous l'avez compris, c'est un nouvel épisode de Pilotes oubliés, mais celui-ci est spécial. Spécial français. Toujours difficile de choisir parmi les 890 pilotes un jour engagés en Grand Prix de Formule 1. Et comme d'habitude, je vous invite à me faire des suggestions en commentaire. Et pour cet épisode spécial, on ne parlera pas de 3, mais de 5 pilotes. Ouais, aujourd'hui, on est gâtés. On démarre. Parmi les pilotes français non victorieux les plus capés, aux côtés de Romain Grosjean ou Jean-Pierre Jarier, sans doute les meilleurs exemples, nous avons Philippe Alliot. Né le 27 juillet 1953 à Voves dans l'Eure-et-Loire, Philippe eut une carrière très riche. 109 départs en Grand Prix, mais jamais avec des voitures dignes de ce nom. Tout a commencé dans les années 70, juste après son service militaire, quand le jeune Philippe s'inscrit au volant Motul sur le circuit de Nogaro. Alliot remporte le volant gersois et obtient donc une bourse pour passer en Formule Renault, où il fait ses armes avant de décrocher le titre en 1978, s'ouvrant la voie vers les autres catégories supérieures. Direction la F3 française, où le Vauvéen prend la 3e position derrière Philippe Streff et Alain Prost, champion et vainqueur de toutes les courses. L'apprentissage d'Alliot est bon et se mesure à la F3 européenne en 1980. C'est dans cette catégorie qu'on remarque ceux qui peuvent un jour prétendre à la Formule 1. Et il faut dire que c'est plutôt pas mal. Philippe se glisse dans le sillage des meneurs que sont Boutsen, Alboreto, Baldi et Corrado Fabi pour terminer 5e du championnat avec en prime une pole position au Mugello. Mais c'est prometteur et en 1981, Alliot rejoint les rangs de l'écurie de Hugues de Chonac, Oreca. Avec un meilleur matériel, le Normand s'affirme davantage. Il décroche sa première victoire à Manicourt et il confirme en remportant 2 des 3 courses de la Manche sur le circuit de la Châtre. Victoire également à Croix-en-Ternois ainsi qu'à Imola. Une saison convaincante qu'il achève à la 3e position. De plus, c'est cette année-là qu'il découvre les 24 heures du Mans. En effet, à cette époque, Oreca engage les BMW M1 et c'est en compagnie de Bernard Darniche et Johnny Cecotto qu'Alliot dispute sa première classique Mansell. Il termine 3e de sa catégorie. Avec tous ces résultats, on voit en Alliot un pilote solide. Alors certes, ce n'est pas un Prost qui vient à gagner toutes les courses de l'année, mais il fait partie de ces pilotes qui méritent leur chance. Malheureusement, 1982 est l'année de trop pour Alliot en F3. Seulement une victoire et une 6e place au classement. Un petit peu loin, mais il passe tout de même en F2 en 1983. Avec l'équipe BMW France, la saison est compliquée. La faute, entre autres, à un châssis Martini moins performant. Il termine 12e du championnat dans l'anonymat. En revanche, dans la Sarthe, Alliot se maintient. Pour sa 2e participation, il rejoint les rangs du Kremer Racing qui engage des Porsche 956. Aux côtés de Mario et Michael Andretti, père et fils, le trio réalise une très belle édition pour prendre la 3e place au général derrière les 2 officiels. C'est alors que la Formule 1 s'ouvre à lui. Soutenu par les cigarettes Skol Bandy, Alliot débarque chez Ram qui vit une période pour le moins compliquée. Et Philippe va se heurter aux difficultés du fond de grille. Sa voiture n'est pas performante et son moteur Hart est poussif. Avec son équipier Palmer, il galère et ne boucle que 3 grands prix dans sa première saison. Un seul pour sa 2e en 85. 9e au Brésil mais à des années-lumière des Cadors. Dans cette position, on tombe vite dans l'oubli et Alliot ne fait pas exception. Fin 85, Ram disparaît de la grille et Philippe ne trouve aucun volant pour 86. À 33 ans, sa carrière est déjà mise entre parenthèses. Enfin, il aurait pu signer chez Osella ou Minardi, mais il a refusé sur les conseils de Didier Camel, un soutien important du Vauvéen et de Guy Ligier. Il signe d'ailleurs un contrat de 3e pilote avec le Vichysois, mais pas de volant de titulaire. Alors, Alliot redescend d'un échelon avec désormais la F3000. Il retrouve Oreca et espère se relancer, et il faut dire que sa victoire à Spa le remet un petit peu dans la lumière. De plus, il retrouve les 24 heures du Mans, toujours avec une Porsche, mais avec le John Fitzpatrick Racing. C'est alors que la F1 revient à lui. En effet, au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne à Brands Hatch, un terrible accident se produit, un carambolage qui coûte la carrière de Jacques Lafitte. Les jambes brisées, c'est fini pour Jaco, et Guy doit donc lui trouver un remplaçant. C'est tout naturellement qu'Alliot se glisse dans la voiture numéro 26, et il découvre le milieu de grille en Formule 1. Aux côtés de René Arnoux, Philippe n'est pas ridicule, mais des ennuis moteurs l'empêchent de concrétiser. Il doit attendre le Grand Prix du Mexique pour véritablement s'affirmer et marquer son premier point en championnat du monde avec la 6e place. 8e en Australie, cet intérim l'a relancé et Philippe rejoint les rangs de la nouvelle écurie française, Larousse.
Cette dernière engage des châssis Lola et Alliot est pour l'instant l'unique pilote. Au premier abord, le projet est intéressant et la première saison est encourageante. Alliot entre par 3 fois dans les points grâce à de l'opportunisme, mais essuie beaucoup de casses mécaniques. En revanche, l'écurie française marque le pas en 88 et sa saison est surtout mémorable pour sa cabriole mexicaine. En sortie du dernier virage, Alliot s'écrase dans le muret des stands. Un accident effroyable dont la cause n'a jamais été déterminée. Certainement une crevaison, une rupture de suspension. In fact, it's difficult to give a response now. One thing is sure, I was in a very quick laps, very quick qualifying laps. I was with my new tire and it was okay for me to take this corner completely flat in 5th gear. And it was the second time I take it flat. And I was completely exit from this corner. I was in the long straight. And very quickly the car is going on the left. And for me, the problem is here. Why I went so quick on the left? Because after I jumped the curb and I span, and after it was a big accident. But I don't understand why the car is going so quick on the left side. And for me, it's something broken, not in front, but in the back. And what is difficult to tell you because the car is so destroyed, then we can say it exactly. Malheureusement, ce sera le seul moment fort du Français en 88. De nouveau relégué dans une bataille de fond de grille, le Normand est de nouveau anonyme. Mais Philippe garde sa réputation de pilote solide et bon metteur au point même s'il obtient guère de meilleures offres. Sa Lola est lourde, feignante et il ne peut pas faire de miracle. En 1989, l'écurie française tombe même en préqualification, mais la performance est un petit peu meilleure. Le moteur Lamborghini est prometteur et Philippe se montre à quelques reprises. Notamment en Espagne, son meilleur week-end où il se qualifie 5ème et prend le point de la 6ème place le dimanche après-midi. Malheureusement, en interne, les relations avec Gérard Larousse se tendent. De plus, des investisseurs japonais rachètent l'écurie et placent Aguri Suzuki dans la voiture du Français. Alliot est poussé dehors et s'en va rejoindre Ligier en 1990. L'une des pires du constructeur français. La voiture n'est pas performante et n'est pas fiable. Rincé après une demi-décennie à lutter en fond de grille, Alliot décide de se retirer. C'est ainsi que débute l'un de ses meilleurs chapitres en carrière, celui de Peugeot Talbot Sport et de la 905. Recruté par Jean Todt dans le nouveau projet Sport 3 Litre 5, Alliot découvre une voiture performante, quasi équivalente au F1 et qui joue les tout premiers rôles. Une renaissance pour ce pilote bientôt quadragénaire. Et l'aventure commence divinement à Suzuka. Avec son équipier Mauro Baldi, le Français remporte la première victoire de Peugeot en endurance. Bon, Peugeot a encore beaucoup de travail et les 24 heures du Mans le prouvent. En revanche, en 92, le Lion est débarrassé de ses vieilles rivales du groupe C, désormais interdites. La voie est royale pour ce constructeur français, même s'il faut tout de même se méfier de Toyota. Bien sûr, l'objectif ultime est de remporter les 24 heures du Mans, et Peugeot y parvient, mais pas avec la voiture d'Alliot, car c'est la numéro 1 de Warwick Blundell d'Almas qui l'emporte. Alliot, Baldi et Jabouille sont 3e. En revanche, le V1 retrouve la plus haute marche du podium à Donington, avant de triompher à Manicourt dans un championnat décimé. La grille a été désertée et cette épreuve est la dernière du championnat du monde d'endurance originel. Reboosté par cette aventure avec Peugeot, Philippe Alliot retrouve la Formule 1 avec Gérard Larousse. Son partenariat avec Lola s'est arrêté et l'écurie française fabrique désormais ses propres voitures. Ces dernières ne sont pas performantes, mais il faut tout de même rappeler que Larousse est l'un, si ce n'est le plus petit budget du paddock. L'écurie a perdu gros avec les lois anti-tabac. Face à ces difficultés, Alliot se montre pragmatique et réalise quelques miracles. Proche des points au Brésil, il réitère à Donington avant d'être accroché par De Cesaris, mais à Imola, Philippe concrétise et obtient son meilleur résultat en Formule 1, 5e. Au Canada, il passe un nouveau cap, celui des 100 Grands Prix. Après Jarier, Lafitte est tombé, il devient le 4e Français à franchir cette barre. Pour la deuxième partie de saison, Alliot boucle toutes les courses aux alentours du top 10. Pour la tournée aux antipodes, le Français doit malheureusement céder son volant à Toshio Suzuki et sa valise de billets. C'est la fin de la dernière saison de titulaire de Philippe Alliot. Mais ce dernier n'en a pas totalement fini. En effet, grâce à Peugeot, avec qui il décroche une nouvelle 3e place aux 24 heures du Mans en 93, le Normand obtient un poste de pilote essayeur chez McLaren. D'ailleurs, le fait que Peugeot ait imposé Alliot à McLaren a créé un contentieux entre l'écurie et le motoriste, Dennis n'étant pas favorable à cette obligation, jugeant Alliot peu fiable et dépassé. Et pourtant, en Hongrie, le Français aura sa chance. En effet, pour avoir causé un carambolage au départ du Grand Prix d'Allemagne, Mika Hakkinen est suspendu et la McLaren numéro 7 est donc confiée à Alliot.
Une chance de pouvoir piloter une voiture de pointe, et Philippe savoure cette belle occasion venant ponctuer sa carrière. Mais c'est difficile pour le Français qui peine à trouver ses repères. 14e en qualification, il navigue dans le ventre mou avant de devoir renoncer sur fil d'huile. Il reste à ce jour le dernier Français à avoir piloté pour McLaren en Grand Prix. 2 semaines plus tard, à Spa, le vétéran français effectue une nouvelle pige, chez Larousse cette fois à la place d'Olivier Beretta. Une nouvelle pige qui sera son 109e et dernier Grand Prix. Une course qui s'arrête prématurément sur ennui moteur. Ainsi s'achève sa carrière en Formule 1. Mais ce n'est pas fini, Alliot est un amoureux de la course et il continue de manière sporadique dans divers championnats. Déjà, il retrouve les 24 heures du Mans et est engagé en 1995 parmi les nombreuses McLaren F1, en compagnie de Pierre-Henri Raffanel et Lindsay Owen-Jones. Mais il abandonne. Rebelote en 96 avec Courage, en compagnie de Didier Cotta et Jérôme Polican, mais c'est un nouveau retrait. En 2003, il dispute une dernière fois cette course. Engagé en LMP 675, l'ancêtre du LMP2, au volant d'une Courage C65, mais l'issue est similaire. Alliot doit renoncer. Dans les années 2000, il fonde avec David Hallyday l'écurie Force One Racing et va courir en FIA GT quelques années. Sans oublier quelques apparitions dans des championnats comme le V2V ou encore des événements historiques. Philippe Alliot a également créé avec son frère Franck un circuit de karting en 1995, situé en Vendée dans la commune de Belleville-sur-Vie. Dans la dernière FAQ, il y avait une question qui me demandait de citer des pilotes dont la carrière était plus intéressante qu'elle n'y paraissait. Et parmi eux, j'avais cité Philippe Alliot. Et j'espère que cette rétrospective dans cette vidéo de pilote oublié vous aura convaincu. On passe au pilote suivant. Notre deuxième pilote fait partie des pionniers français de la F1 puisqu'il fait partie des 4 tricolores à avoir pris le départ du Grand Prix de Grande-Bretagne 1950. Son histoire commence le 5 novembre 1905 à Chapes de Beaufort dans le Puy-de-Dôme. Fils de voiturier, Louis s'intéresse très vite au sport mécanique et commence sa carrière par les 2 roues à 19 ans avant de passer à l'automobile en 1933. Ce garagiste de formation va se faire un petit nom dans le milieu en remportant quelques victoires de classe dans diverses compétitions. Courses de côte, rallye, critérium, mais aussi sur circuit où il dispute les 24 heures du Mans avec Talbot. Mais pour le moment, rien de concret. Rosier est un bon pilote, mais il n'a pas les moyens de jouer tout devant. Mais pour cela, il lui faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale. À l'image de Robert Benoît, Jean-Pierre Vimy ou William Grover Williams, Louis Rosier aura un rôle durant la guerre en rejoignant la Résistance. Il sera décoré de la Croix de guerre et de la médaille de la Résistance. Et quand les canons se sont tus, Rosier a retrouvé les chemins des circuits. Et pour son retour à la compétition, Rosier passe un cap. Avec ses Talbot Lago, l'Auvergnat s'affirme comme un bel outsider de la Formule 1. Il y décroche même ses premières victoires avec le Grand Prix de l'Albigeois en 1947 ou le Grand Prix du Salon en 1948 à Montlhéry. Il s'illustre également à Saint-Gaudens, à Strasbourg, à Silverstone et va même remporter le Grand Prix de Belgique 1949 à Spa. Face à des noms comme Alberto Ascari, Giuseppe Farina ou Juan Manuel Fangio, Louis Rosier fait partie des outsiders. Après, il faut dire aussi qu'avec une Talbot, c'est plus difficile de battre les Alfa Romeo qui sont au top. 1950 marque un tournant pour le Puy-de-Dôme, engageant lui-même ses propres voitures, toujours des labos Talgo. Toujours des Talbot, Louis Rosier dispute le premier championnat du monde de Formule 1 et termine même 5e de l'épreuve inaugurale à Silverstone. Pas le meilleur français, puisque Yves Giraud-Cabantous termine 4e. Il devient le premier français à grimper sur un podium en championnat du monde, et ça se réalise à Bremgarten pour le Grand Prix de Suisse. 3e derrière Farina et Fagioli, avant de réitérer dès la manche suivante à Spa, de nouveau 3e derrière Fangio et Fagioli. Son 2e et dernier podium en championnat du monde. En revanche, hors championnat, Rosier continue de se montrer. 3e à Pau, 2e à Pescara et victorieux lors des Grands Prix de l'Albigeois et des Pays-Bas. Mais surtout, 1950 est marqué par son exploit sartois. En juin, pour les 24 heures du Mans, Louis participe à la course avec son fils Jean-Louis. Mais ce dernier est moins expérimenté et Louis va donc piloter pendant 23 heures et 10 minutes, ne laissant le volant à son fils que pour 2 boucles avant de s'imposer par 2 tours d'avance avec sa Talbot Lago T26 GS. Rosier participera 8 fois à la classique Mansell mais ne la bouclera qu'une seule fois. De la meilleure des façons, certes, sur la plus haute marche. C'est la dernière victoire française d'un constructeur français avant 1972 et Matra. Bref, 1950 est donc une saison grandiose pour l'Auvergnat qui, en plus de remporter les 24 heures du Mans, a pris 2 podiums en Formule 1, les premiers d'un Français en championnat du monde de Formule 1, et il a d'ailleurs terminé 4e au classement pilote. Ça doit être le meilleur résultat d'un Français avant, j'imagine, peut-être Trintignant ou alors Sever ou encore Lafitte. À confirmer, mais je compte sur vous en commentaire.
En 1951, il n'inscrit qu'une seule fois des points à l'occasion du Grand Prix de Belgique. En revanche, hors championnat, c'est mieux, avec notamment 2 victoires entre Bordeaux et Zandvoort. En 1952, Rosier troque ses Talbot pour des Ferrari dans une époque où la Formule 1 adopte des règlements F2. Avec le modèle 500, la meilleure voiture du paddock, Rosier ne s'illustre que dans des courses hors championnat avec plusieurs podiums et de nouveau 2 victoires entre Albi et Cadour. Mais en championnat du monde, c'est plus difficile. Et oui, l'écurie Rosier n'a pas les mêmes moyens que la Scuderia Ferrari, et ça se ressent. Aucun point de marqué. 1953 est similaire. Bon, sauf hors championnat où il remporte ses dernières victoires. Albi, de nouveau, et les Sables d'Olonne. En mondial, il boucle toutes les courses sauf une, mais ne score aucun point malgré 5 top 10. Durant l'année 1954, Rosier abandonne les Ferrari pour des Maserati. À défaut de briller en F1, il s'illustre quelquefois en F2 ou encore lors des courses hors championnat. Même chose en 55. Mais en 1956, Louis Rosier retrouve les points en championnat du monde avec la 5e place du Grand Prix d'Allemagne. Malheureusement, le 7 octobre, Louis Rosier est victime d'un terrible accident sur le circuit de Montlhéry à l'occasion des Coupes du Salon. Un accident qui le plonge dans le coma. Dans un état grave, Louis Rosier s'éteint à 50 ans. Il est inhumé au cimetière des Carmes à Clermont-Ferrand. Louis Rosier, c'était un nom important des courses de l'après-guerre et des premières années de la Formule 1. Entre 1947 et 1956, l'Auvergnat a disputé 147 Grands Prix dans l'élite pour 11 victoires. Toutes hors championnat, certes, mais elles comptent. Sans oublier sa victoire légendaire aux 24 heures du Mans. Un pionnier pour le sport automobile français qui lui doit beaucoup. Car outre ses activités de pilote, Rosier a contribué à l'essor du sport auto tricolore via son écurie qui fera rouler des Louis Chiron, André Simon ou Maurice Trintignant. Aussi, Louis Rosier sera l'un des instigateurs de la création du circuit de Charade. Malgré sa disparition en 1956, ce dernier verra le jour 2 années plus tard. Bon, Louis Rosier c'était également un petit constructeur qui au début, comme beaucoup, modifiait des châssis Renault, mais un jour il a fabriqué son propre châssis, il a commercialisé à 200 exemplaires. C'était un cabriolet. Bref, beaucoup de cordes à son arc, et même si le temps efface sa trace, j'espère que son passage dans cette vidéo le remettra un petit peu dans la lumière, parce que c'est clairement un pilote qui doit être connu du sport automobile français. Et si jamais vous êtes intéressé, il se trouve que Pascal Legrand a rédigé une biographie de Louis Rosier. Nous, on passe à la suite. La carrière de Charles Pic dans l'élite fut brève et discrète par les voitures qu'il avait entre les mains. Né à Montélimar le 15 février 1990, Charles Pic se passionne dans un premier temps pour les 2 roues. À l'image de Louis Rosier, comme vu juste avant, ou encore comme bon nombre de pilotes automobiles. Tout change en 2003, quand à l'âge de 13 ans, son parrain, qui n'est d'autre que l'ancien pilote de Grand Prix Éric Bernard, lui offre un kart. Charles fait donc la transition vers les 4 roues et débute en championnat français et italien avec de bons résultats. En réalité, son ascension en kart est fulgurante et après seulement 3 saisons, il passe en monoplace, en Formule Campus, l'ancêtre de la F4. Le Dromois finit 3ème et confirme sa bonne progression. Clairement, on est sur un bond et il continue de gravir les échelons, direction la Formule Renault 2 litres Eurocup. Il débarque chez SG Formula, l'équipe qui a remporté les 3 dernières saisons de la Formule Renault française. Donc une bonne écurie, et dès le 2e meeting au Nürburgring, Pic s'illustre en prenant la pole position, son premier podium en course 1 et la victoire en course 2. Durant la saison, ses résultats sont de plus en plus solides, mais ça ne va pas être suffisant pour battre Brendan Hartley, le champion, et son dauphin, Lancaster. Mais c'est malgré tout une 3e position, c'est pas mal. Il poursuit son ascension de manière clean, c'est important. Notons que Charles a également participé au championnat de France qu'il a achevé à la 4ème place. Direction maintenant la Formule Renault 3.5, qui était avec le GP2 l'autre antichambre de la F1. Donc les choses deviennent encore plus sérieuses et il débarque dans l'écurie toulousaine Tech One. Malheureusement, sa saison va être assez irrégulière et connaîtra une passe difficile en milieu de championnat. Malgré tout, Charles Pic réalise quelques performances intéressantes, notamment à Monaco où il domine le week-end. Pole position, victoire et meilleur tour en course, emballé pesé. Il prend une 2e victoire en sprint au Mans. 5e du championnat, meilleur rookie, mais il décide de redoubler pour 2009. Toujours chez Tech One, il est rejoint par Brendan Hartley, mais il faut dire que le néo-zélandais est décevant. Pic a clairement l'avantage en interne et remporte 2 nouvelles victoires entre Silverstone et Nürburgring. Mais surtout, Pic est bien plus solide, moins d'erreurs et plus régulièrement dans les points. Une prise de maturité importante qui augure de bonnes choses. Il termine 3e du championnat. La victoire pour Charles Pic.
voilà, dans quelques instants, voilà, c'est fait. La victoire donc pour le Français, sa première victoire de la saison. Alors c'est bien, c'est sûr, mais ce n'est pas explosif comme certains. Au final, il ressemble un petit peu à un Philippe Alliot. Donc il est bon, il mérite sa place, mais après c'est pas celui qui va écraser un championnat. C'est pourquoi les portes de la Formule 1 ne s'ouvrent pas et Charles débarque en GP2 pour la saison 2010. Chez Ardennes, l'aventure démarre magnifiquement bien car il s'impose dès sa première course à Barcelone. Mais cette course fait office d'exception dans une saison difficile où les entrées dans les points se font rares. Englué dans le milieu de paquet, Pic n'est que 10e du championnat. Première mauvaise saison pour le Drômois. Bon, ça arrive, il faut juste absolument se rattraper en 2011. Pour sa deuxième saison, Pic débarque chez Barva Adax, l'écurie de Sergio Pérez en 2010 qui a permis aux Mexicains d'être vice-champions. Et il faut dire que c'est mieux. Les entrées dans les points sont plus nombreuses, même s'il y a encore quelques déchets qui l'empêchent de mieux figurer. Victorieux à Barcelone et une nouvelle fois à Monaco, Charles Pic prend la 4e position à seulement 2 points de la 2e occupée par Luca Filippi. Jules Bianchi est 3e et Romain Grosjean décroche le titre. Durant cette année 2011, Charles Pic a été approché par Virgin, en passe de devenir Marussia. Une écurie de fond de grille, certes, mais les portes de la F1 s'ouvrent à lui. En novembre, le Drômois effectue ses premiers roulages à Abu Dhabi avant de devenir titulaire en 2012. En 2010 et 2011, il n'y avait aucun Français sur la grille de départ et en 2012, ils sont 3. Charles Pic est accompagné de Romain Grosjean et Jean-Éric Vergne. Bon, il sera difficile, voire carrément impossible de se battre pour des points avec une Marussia, mais il faut tout de même se battre car l'écurie anglaise a pas mal de concurrents. En effet, il faut battre Caterham et HRT, ils sont donc 6 dans leur propre ligue. En revanche, Charles Pic va avoir un adversaire coriace à ses côtés, en la personne de Timo Glock. L'Allemand est rapide et expérimenté et sera une bonne référence. Les débuts de Pic sont d'ailleurs plutôt corrects et il se rapproche peu à peu de son équipier. Le Français est propre et engrange de l'expérience même si les points sont inaccessibles. 15e à Valencia, il bat quelquefois son premier adversaire et prend son meilleur résultat en toute fin de saison au Brésil. 12e. Il égale le meilleur résultat de Glock, également 12e à Singapour. Malheureusement, dans cette lutte de fond de grille, c'est Caterham qui s'en sort le mieux grâce à la 11e place de Petrov à Interlagos. Le Russe a doublé le pilote Marussia à quelques tours du damier. Et quelque part, ça tombe bien puisque Pic vient de signer avec les Verts pour 2013, aux côtés de Guido van der Garde. Bon, cette année-là, plus de HRT et la bataille de fond de grille sera uniquement contre les Marussia de Jules Bianchi et Max Chilton. L'objectif de sa deuxième saison est légitime, inscrire ses premiers points. Malheureusement, la Caterham CT03 est complètement ratée et Pic se montre brouillon. Il se devait d'écraser son équipier van der Garde, mais la réalité est bien plus nuancée. En Chine, Jules Bianchi prend la 13e position et place Marussia à la 10e place des constructeurs. Dans la deuxième partie du championnat, les Verts reprennent le dessus sur les Rouges et Pic prend même 2 14e places. Mais ce n'est pas suffisant. Charles n'est pas parvenu à creuser véritablement l'écart entre lui et son équipier et doit céder sa place au terme de sa deuxième année en F1. Direction donc Lotus en tant que pilote de réserve, mais l'âge d'or de ces pilotes est bien révolu. Les roulages de Pic sont très limités. Quelques tests à Barcelone, des essais Pirelli à Silverstone où le Français devient le premier pilote de F1 à tester les pneus 18 pouces. Et enfin, une FP1 à Monza, sans oublier un petit peu de roulage à Abu Dhabi. Mais Pic ne retrouve pas de volant et son passage en Formule 1 s'arrête là. C'est dommage parce qu'il aurait mérité d'avoir du meilleur matériel pour vraiment se montrer de quoi il était capable. Son rebond sera très court car Charles débarque en Formula I pour le lancement de ce championnat électrique. Engagé chez Andretti, il dispute la première course à Pékin où il termine 8e avant d'être remplacé par Mathieu Brabham. En deuxième partie de championnat, il rebondit chez China Racing pour 4 prix dont celui de Monaco où il prend de nouveau la 8e place. Mais démotivé et à court d'options intéressantes, Charles Pic met un terme à sa carrière. Pendant plusieurs années, le Drômois sera très discret. En fait, il est retourné à l'entreprise familiale de gestion des transports. Il refait surface dans le milieu de la course en 2022 en reprenant l'écurie française Dams. Ainsi, Pic retrouve les chemins des podiums. Joe Schlesser n'est peut-être pas tant que ça un pilote oublié, parce que c'était un pilote quand même très populaire en son temps, et sa fin tragique a marqué les esprits. Né à Liouville le 18 mai 1928, ses débuts en sport automobile seront tardifs, retardés par la Seconde Guerre mondiale notamment. C'est dans les années 50 que le Meusien se lance et débute par le rallye. Il remporte d'ailleurs sa toute première course, le rallye de Lorraine, sur une Panhard. L'année suivante, en 1953, Joe Schlesser débarque sur circuit pour les Coupes de Paris à Montlhéry et il réalise une bonne prestation. Schlesser est doué, mais il s'exile quelques années à Madagascar pour le travail. De retour en France en 1957, il reprend sa carrière avec une Mercedes 300 SL et continue de faire de bons résultats.
Liège-Rome-Liège, le Tour Auto, mais aussi sur circuit en GT au Nürburgring ou Montlhéry. Sur sa route, il croise quelques pilotes de renom comme le Belge Willy Meiress. Sur Mercedes puis sur Ferrari, Schlesser se bâtit une petite réputation d'outsider. Mais à partir de 1960, les choses deviennent encore plus sérieuses. Déjà, il découvre les 24 heures du Mans sur une Ferrari 250 GT engagée par la NART, le département américain de Ferrari. Malheureusement, il doit abandonner. Par la suite, Schlesser découvre la monoplace en F2 avec une Cooper et va même disputer ses premiers Grands Prix de Formule 1. Mais pas encore en championnat du monde. Présent à Pau, à Bruxelles, à Vienne ou à Zellweg, Schlesser découvre cet univers impitoyable et très relevé. Mais il ne s'en sort pas trop mal et en endurance, il poursuit avec Ferrari. Malheureusement, durant les essais des 24 heures du Mans en 1961, il sort violemment de la route. Blessé, il retrouve les chemins des circuits en fin de saison en Formule Junior avec une Brabham. Alors, si on remettait ça dans le contexte actuel, c'est comme s'il avait débuté en Formule 2, qu'il avait fait quelques piges en Formule 1 avant de redescendre en F4. C'est assez inhabituel, mais à l'époque, les catégories étaient beaucoup moins cloisonnées. Au volant de Brabham, Joe Schlesser se montre redoutable et décroche même les titres de champion de France 62 et 63. Et là, c'est bordélique parce qu'il touche à tout. Le rallye où il continue de bien performer, vainqueur d'ailleurs du Critérium des Cévennes, les 24 heures du Mans qu'il retrouve en 63 avec Aston Martin puis avec Ford en 64, le GT avec Ford également, sans oublier plusieurs apparitions en F2 et surtout la NASCAR avec Daytona. Schlesser devient le premier Français et le premier Européen dans cette catégorie très américaine. La carrière de Joe est déstructurée, mais au moins le Meusien se fait plaisir. Pilote apprécié, il compte pas mal d'amis dans le milieu, et notamment un certain Guy Ligier. À cette époque, le sport automobile français est un petit peu dans le creux de la vague, et le public s'attache beaucoup à Joe Schlesser. Et oui, les exploits de Trintignant datent des années 50, et les Pescarolo, Beltoise, Sever et autres ne sont pas encore arrivés. Au milieu des années 60, Joe s'affirme comme l'un des meilleurs pilotes français. En endurance et en GT avec Ford France, il remporte plusieurs courses prestigieuses et prend même le titre de champion du monde de sa catégorie. En F2, il continue de se montrer et remporte également quelques courses. En 1966, il passe chez Matra et dispute même le Grand Prix d'Allemagne avec sa F2. Vu qu'il y avait moins d'engagés sur ce Grand Prix sur la boucle nord, les F2 étaient admises mais n'étaient pas classées. Joe termine 3ème de sa catégorie derrière Beltoise et Hahn. Bien sûr, la F1 lui fait de l'œil et quand on est si proche, on n'a qu'une envie, c'est d'y entrer pleinement. Mais il doit être patient. Oui, attendre qu'une bonne opportunité se présente à lui. En tout cas, s'il continue de faire de telles performances en F2, il y arrivera. En 1967, avec son ami Guy Ligier, il remporte les 12 heures de Reims avant que les deux hommes ne fondent leur écurie de course et engagent dans un premier temps des châssis McLaren. En parallèle, la carrière de Schlesser décolle concrètement en 1968. Engagé sur des Porsche 907, il s'illustre aux 24 heures de Daytona en prenant la 3ème position, mais aussi aux 1000 km de Spa, où il grimpe également sur le podium. Et enfin, en juillet, il a une occasion de disputer un Grand Prix de Formule 1 avec une Formule 1. En effet, Honda l'appelle pour lui confier la nouvelle RA302. À ce moment-là, le pilote d'usine du constructeur japonais est le champion du monde 64, John Surtees, et ce dernier avait refusé de piloter ce nouveau modèle qu'il estimait trop dangereux. C'est pourquoi Honda l'a appelé et Joe est ravi de cette opportunité. Joe Schlesser, quel effet ça vous fait de courir pour la première fois en Formule 1 sur une nouvelle voiture assurément la plus révolutionnaire de ce Grand Prix de France? Ça me fait un plaisir immense évidemment parce que c'est la première fois que j'ai la chance de conduire sur une vraie voiture de Formule 1. Mais ça m'inquiète un peu du fait que je dois en même temps un peu mettre au point cette voiture. Et je crois que c'est quand même des grosses responsabilités. Est-ce qu'hier elle s'est bien comportée, je crois, dans les essais? J'ai pas eu le temps de tourner beaucoup puisque chaque fois que je me suis arrêté, on a travaillé beaucoup sur la voiture pour essayer de l'améliorer justement. Mais je pense que cette nuit, on a travaillé jusqu'à 4 heures du matin et je crois que la voiture va aller beaucoup mieux aujourd'hui. Je crois que depuis quelques années, vous couriez après cette occasion formidable de courir en Formule 1, je crois. Oui, à 40 ans, quel effet ça vous fait? J'y crois presque pas encore maintenant, vous savez. Est-ce qu'un pilote est vieux à 40 ans? Pardon? Est-ce qu'un pilote est vieux à 40 ans? Ça dépend, je me sens pas vieux encore. Ça dépend, vous avez des gens qui sont vieux à 25 ans. C'est bien vrai. Sur le circuit de Rouen-les-Essarts, Schlesser est acclamé par le public qui savoure, comme leur pilote, cette grande première. Les essais sont tout de même un petit peu délicats, le temps de s'adapter et de mettre au point cette voiture. Joe ne se qualifie qu'à la 17e place et avant-dernière position. Le dimanche, les conditions sont humides dans la forêt normande, mais Joe prend un bon départ. Il se défait de Seifert et Servoz-Gavin pour figurer au 15e rang au terme de la première boucle.
Mais dans le troisième tour, dans la descente menant à l'épingle du Nouveau Monde, sa Honda se dérobe et quitte la route. Schlesser heurte violemment le talus et la voiture s'embrase immédiatement. Une scène d'horreur. Joe est prisonnier des flammes. Il avait 40 ans. Mais à l'époque, on n'arrêtait pas une course et Jackie Ickx remportera ce jour-là sa première victoire en Grand Prix. Victoire devant John Surtees sur l'ancien modèle Honda. Bien sûr, la légende belge sera très respectueuse d'après la course et ira même déposer sa couronne de laurier sur les lieux de l'accident. La disparition de Joe Schlesser sera douloureuse. Ce pilote était très apprécié par le public. En son hommage, son ami Guy Ligier nommera ses châssis JS pour Joe Schlesser. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Aussi, Joe Schlesser est l'oncle de Jean-Louis, autre grand pilote français. Passons au 5e et dernier pilote du jour. Les Gounod, c'est une famille de pilotes. Le grand-père, Jean-Louis, pilote de course de côte dans les années 70, le fils, Jules, référence du GT3 et pilote alpine en hypercar, et enfin le père, Jean-Marc. Né à Aubenas, en Ardèche, le 1er janvier 1963, il débute sa carrière par le karting à la fin des années 70. En 1985, il passe en monoplace, en Formule Renault, où il va disputer 3 saisons. En 86, il passe sur une Martini et termine à 2 reprises vice-champion, ce qui lui ouvre les portes de la F3. Sur Dallara, Jean-Marc fait ses armes et réalise de bonnes performances qui lui permettent de finir 4e avant de passer chez Oreca en 1989. Et là, boum, Gounod s'affirme et prend 5 victoires. À Manicourt, Pau, Montlhéry, Rouen et Dijon, et décroche haut la main le titre en fin de saison. Une très belle année qui l'ouvre des portes, direction la F3000, et là, c'est un coup d'arrêt. La première partie de saison est à jeter à la poubelle, et il se rattrape dans la deuxième moitié. 3e à Hockenheim, Jean-Marc inscrit quelques points qui lui permettent d'entrer dans le top 10 du championnat. Il redouble en 1991 et remporte même le Grand Prix de Pau, sa première victoire en F3000. Malgré tout, sa saison est encore un petit peu décevante, en témoigne sa 6e place finale. Bon, devant un certain Damon Hill tout de même. Bref, Gounod effectue une 3e saison en 92 chez Dams, mais continue de jouer les outsiders. De nouveau 6e du championnat avec une 2e place à Nogaro et une victoire à Manicourt. Mais Jean-Marc a quelques soutiens et cela lui permet d'approcher quelques équipes de Formule 1 comme March. L'Ardéchois est donc en passe d'entrer dans l'élite en signant un contrat avec l'écurie britannique. Mais cette dernière est en grande difficulté financière et rien ne dit qu'elle pourra disputer la saison. Les deux pilotes, Gounod et Lammers, font même le déplacement à Kyalami, mais les voitures n'arrivent jamais. L'équipe n'a pas pu payer les moteurs Ilmor et du coup, les voitures sont bloquées. Dommage, pas de Formule 1 pour Jean-Marc. En tout cas, pas pour tout de suite. Soutenu par l'État français, Gounod effectue quelques tests chez Larousse avant de saisir une opportunité chez Minardi. En fait, Jean-Marc est soutenu par l'Ardèche et par les fonds gouvernementaux censés compenser le manque à gagner provoqué par les lois anti-tabac, ce qui lui permet de débarquer en Formule 1 pour la tournée aux antipodes. À 30 ans, il débarque dans l'élite et il serait quand même très injuste de ne pas reconnaître son talent parce qu'il a tout de même réalisé de bonnes saisons en F3000. Mais bon, tout découvrir sans entraînement au préalable, c'est difficile. Son coup étant dolori, il ne se qualifie que 24e. Le dimanche, sa course est mise entre parenthèses dès le départ par un contact avec De Cesaris. Il finira par abandonner. En Australie, c'est un petit peu mieux et il match les performances de son équipier Martini. Malheureusement, en course, il part 3 fois en tête à queue et finit par caler. Pas terrible comme début et il ne trouve pas de volant pour 94. Alors, Jean-Marc se reconvertit en super tourisme tout en gardant un pied en Formule 1 via Simtech. En théorie, il prendra la place de Roland Ratzenberger après les 6 premières courses de la saison. Bon, malheureusement, on connaît l'histoire, et l'Autrichien se tue à Imola. Remplacé par Andrea Montermini, le Français retrouve la Formule 1 à Manicourt. 26e et dernier qualifié, l'Ardéchois réalise une bonne course le dimanche pour se hisser au 9e rang, le meilleur résultat de l'écurie Simtech. Son passage dans l'écurie britannique est correct et dure 7 Grands Prix. Et au terme de la manche à Estoril, Jean-Marc cède sa place à Domenico Scatarella. Il aurait dû rebondir chez Arrows, mais finalement, Gianni Morbidelli a été conservé. Ainsi s'achève son passage discret en Formule 1. Mais Jean-Marc va se reconvertir en endurance avec plus de réussite. Dans une époque où cette catégorie doit se reconstruire, l'Ardéchois débarque dans l'un des championnats référence, le BPR GT. Il prend le volant d'une Ferrari F40 ainsi que d'une Venturi 600 pour les 24 heures du Mans. En 1997, le BPR GT devient le FIA GT et le Français poursuit avec McLaren. 2e à Hockenheim et 3e à Suzuka, il réalise une excellente performance aux 24 heures du Mans.
Avec Pierre-Henri Raffanel et le Suédois Anders Olofsson, Jean-Marc Gounon termine deuxième de l'épreuve, derrière la Porsche TWR du trio Christensen, Alboreto, Johansson. Également meilleur GT1. En 1998, il rejoint l'aventure Mercedes avec la CLK, mais pas dans l'écurie officielle, si ce n'est pour les 24 heures du Mans. Bon, on connaît l'histoire, hein. Les CLK abandonnent très vite. En 1999, il ne prend même pas le départ à cause des accidents de Mark Webber. C'est à partir de cette année que sa carrière devient un petit peu moins lisible. En effet, Jean-Marc va participer à plusieurs championnats, que ce soit en GT ou en prototype, et ouais, souvent en American Le Mans Series. Ainsi, Jean-Marc pilote des BMW, des Lola, des Courage, mais aussi la Audi R8 durant les 24 heures du Mans 2005 avec Stéphane Ortelli et Franck Montagny. Il prendra d'ailleurs la 4ème place de la classique Mancel qu'il dispute quasiment chaque année jusqu'en 2008. Dès lors, Jean-Marc met un terme à sa carrière professionnelle et se consacre désormais à ses concessions automobiles, mais fait quelques apparitions lors d'événements historiques. Maintenant, c'est à son fils Jules de briller. On arrive au bout de ce 3e pilote oublié, cette fois-ci spécial français, j'espère que ça vous a plu. Comme j'ai dit en début de vidéo, hein, n'hésitez pas à me faire des suggestions, je réfléchis sur les prochains thèmes spéciaux, je vous rappelle quand même quelques trucs, hein. Je ne considère pas les vainqueur de Grand Prix comme oublié, sauf si vraiment, par exemple, un Joe Bonnier, oui, peut-être qu'il peut rentrer dans cette catégorie-là. Mais voilà, les derniers vainqueurs de Grand Prix, si vous parlez par exemple de Jarno Trulli, non. Jarno Trulli, c'est un pas champion mais victorieux, je vais pas le mettre dans pilote oublié non plus, c'est quand même assez récent. Mais bref, c'est très subjectif, mais vous avez compris, hein. En tout cas, on va rester pour le moment sur la Formule 1, on s'étendra un petit peu plus tard. Bref, si ça vous a plu, vous savez quoi faire sur la plateforme. De ce côté-là, il y a les noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine. Ah ouais, il y a... Schlesser, Rosier... Je me demande, parce que, comme j'ai dit, Schlesser, il a débuté sur circuit aux Coupes de Paris à Montlhéry en 53. Je me demande s'il s'est pas croisé, hein. Il y a certainement peut-être qu'il s'est croisé avec Louis Rosier, ils sont sans doute croisés. Ouais. C'est fou, tout le monde s'est... Ouais, c'est marrant. Après, oui, Gounon et Alliot se sont croisés. Ce qui est marrant, c'est qu'en 93... alors oui, ils ont dû faire des grands prix ensemble, parce qu'en 94, du coup, tu as Hongrie et Spa, où tu as Alliot qui est présent avec McLaren et Larousse, donc là, il y avait Gounon, donc ils se sont croisés à ce moment-là, en 93. Alliot ne fait pas la tournée aux antipodes, donc Japon, Australie, et Gounon l'a fait. Mais après, Charles Pic, c'est un petit regret quand même, parce que il était bien. Voilà, comme j'ai dit, il n'a pas gagné le titre en Formule Renault 3.5 ou en GP2, mais il était là, il était sur le podium, quoi, et ça aurait été intéressant de voir comment il aurait réussi à se débrouiller avec une voiture pouvant marquer des points, quoi. Et c'est fou à quel point il a disparu des radars après la F1 et surtout après 2014 et son passage en Formule I. Petit regret, Charles Pic. J'aurais été curieux quand même d'en voir plus. Bref, des bisous.